L'URSS, vous connaissez? Ça vous dit quelque chose? Ou bien vous connaissez pas du tout? Bon, si vous connaissez pas du tout, c'est que soit vous avez raté les cours d'histoire, soit vous n'avez pas eu vraiment l'occasion de prendre des cours. Mais normalement, l'URSS, vous connaissez. Alors URSS, ça veut dire quoi? Union des républiques sociales et soviétiques. Bon, on est d'accord là-dessus. Mais est-ce que l'URSS se présentait comme une union des républiques, comme il est dit dans le terme URSS? Ou est-ce que c'était une dictature qui s'appelait Union des républiques pour se faire bien voir? Alors ce qui est sûr, c'est qu'elle-même se présentait fièrement comme une nation composée de républiques et de peuples égaux. Mais de l'extérieur, elle est souvent considérée comme un empire russocentrique dans lequel les dictats de Moscou étaient violemment imposés aux autres républiques. La question que je vous pose est donc la suivante. Pouvons-nous qualifier l'URSS de la suite de l'Empire russe et l'appeler ainsi l'Empire russe communiste au lieu de l'appeler l'URSS? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Donc la question, vous l'avez bien compris. La question, c'est de savoir si l'URSS est un empire masqué ou une union des républiques sociales et soviétiques. Pour cela, on va faire les choses en 2 points. Tout d'abord, on va comparer l'URSS à l'empire. On va voir les arguments qui vont aller en faveur de la similitude entre l'empire et l'URSS. Et par la suite, on va voir les arguments qui vont pencher l'URSS en faveur de l'union des républiques. Et on finira par conclure. Alors on commence fort, mais l'URSS va centraliser le pouvoir et va asseoir sa domination sur un peuple bien précis, à savoir les Russes. Moscou est le centre névralgique. Que ce soit politique, économique ou culturel, le pouvoir est totalement concentré à Moscou, au détriment des autres républiques. Il n'y a pas plusieurs républiques qui sont au même niveau que Moscou, il y a Moscou qui dirige et les autres républiques qui reçoivent, tout simplement. Il y a également une russification, à savoir l'imposition de la langue russe, de la culture russe et des normes soviétiques russes, va contribuer à marginaliser les autres cultures et langues. Pour finir, il y a une répression des nationalismes. Donc les mouvements indépendantistes et les expressions culturelles des minorités vont être souvent réprimés, et tout mouvement qui vont aller à l'issue des tsars et de sa famille lointaine ou proche va être réprimandé. Moscou, également, va bien évidemment exploiter économiquement ses périphéries. Tout d'abord, il y a une extraction des ressources bien évidente. Les régions riches en ressources naturelles, que ce soit le pétrole, le gaz ou même les minéraux, sont exploitées au profit de l'ensemble de l'Union soviétique et souvent au détriment du développement local. C'est le communisme, tout simplement. Par la suite, il y a une industrialisation bien évidemment, mais qui va se constater déséquilibrée. Notamment l'industrialisation va se concentrer dans certaines régions, créant des déséquilibres économiques entre les républiques. Certaines parties seront plus riches et d'autres seront plus pauvres. Ensuite, il y a un transfert de population. Les déplacements de population vont être utilisés comme l'outil de contrôle et d'exploitation des territoires. Notamment, il va y avoir vers la fin de la République de nombreuses migrations demandées par Moscou. Ces migrations seront des migrations russes qui seront établies au Kazakhstan afin d'éviter la désunion entre les républiques. Ensuite, il y a la construction d'une identité soviétique unitaire. Il n'y a pas de place au folklore, il n'y a pas de place au local, il n'y a pas de place aux régions. Il y a un culte de la personnalité, notamment la figure de Staline, puis celle de d'autres dirigeants, va être utilisée pour forger une identité soviétique commune, occultant les particularismes régionaux. Il y a aussi une propagande, que ce soit des médias et même de l'éducation qui vont être mis au service de la construction d'un récit national soviétique, minimisant les différences culturelles et ethniques. Cependant, malgré cela, on peut voir un rapprochement entre l'URSS et l'Empire russe. Déjà, au début de l'URSS, les premiers gouvernements, on peut le dire, ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'ils essayent de se réinventer et de révolutionner la façon de gouverner, mais le gouvernement de Lénine va finalement diriger le pays en utilisant l'ancienne administration de l'Empire russe. On peut le dire, et on le raconte pas vraiment en histoire, mais en fait tout le gouvernement Lénine a été un gouvernement communiste avec des dirigeants qui certes seront différents des anciens, mais la façon de gouverner sera exactement la même que celui des tsars russes. Donc en fait, les gens ne le disent pas, mais Lénine est un oligarque tsar russe qui souhaite diriger le pays de par son idéologie personnelle, à savoir le communisme. C'est en fait un tsar communiste, tout simplement. Staline, quant à lui, est totalement différent.
C'est un homme du terrain, c'est un homme du Caucase, contrairement à Lénine qui a beaucoup vécu à l'étranger. Staline lui-même se considérait comme un expert des ethnies et des cultures au sein de l'URSS, et donc il va chercher à parer tout bouleversement potentiel. Lui-même était géorgien, mais cela ne voulait pas dire qu'il était opposé à la centralité du peuple russe et de la langue au sein de l'URSS. Lénine avait précédemment ordonné que les langues locales soient enseignées dans tout le pays, alors que Staline voulait faire en sorte que le russe soit toujours la langue centrale du communisme. L'idée étant que les identités locales étaient bonnes, mais que l'identité collective était nécessaire et serait créée à travers l'enseignement du russe. En termes d'économie, l'URSS était assez impartial lorsqu'il s'agissait de choses comme les infrastructures, telles que les usines, qui étaient souvent construites en dehors de la Russie, mais dans l'URSS. Ceci apportait beaucoup d'argent et d'emplois aux régions voisines. De plus, les frontières intérieures de l'URSS étaient souvent ajustées selon des critères ethniques, ce qui conduisait la Russie à perdre des territoires au profit de ses républiques socialistes sœurs. Ce n'était pas une gêne pour Staline, qui était prêt à concéder des territoires de la Russe originelle pour les républiques sœurs, sachant que tout ça faisait partie d'un seul et même membre, à savoir l'URSS, dirigé par Moscou. Au niveau de la répression stalinienne, tout le monde était au même niveau, mais si un dirigeant d'une république était un ami proche de Staline, alors il lui donnait beaucoup plus de liberté individuelle sur la façon de diriger l'endroit. Si Staline ne vous aimait pas, oh mon Dieu qu'il n'aimait pas vraiment les États baltes qui avaient pris leur indépendance depuis plus de 20 ans au moment où l'URSS les a réannexés. Pour gérer tous les États baltes et autres, la constitution soviétique prévoyait un système fédéral à la manière américaine avec des républiques ayant une certaine autonomie. Il y avait également chaque république qui disposait de son propre parlement et de ses institutions. Les minorités nationales également disposaient de droits culturels et linguistiques. Comme je vous disais, l'industrialisation a été faite dans les républiques, mais également de nouvelles infrastructures ont été construites pour améliorer celles-ci. Et il y a eu une amélioration du niveau de vie. Pour une partie de la population, les conditions de vie se sont améliorées grâce aux politiques sociales soviétiques. Il y avait également une lutte des classes. L'idéologie communiste mettait l'accent sur la lutte des classes plutôt que sur les nationalités, et l'URSS se présentait comme une union des peuples libres et égaux. En conclusion, est-ce qu'on peut dire que l'URSS a profité à la Russie ? Eh bien, la réponse est oui. Selon l'endroit où vous vous trouviez exactement en Russie, pour beaucoup de ceux qui vivaient à travers la Russie, en particulier à l'Est, leur vie n'était pas meilleure que ceux de Géorgie ou du Caucase. Les salaires étaient basés sur le secteur dans lequel vous travailliez, mais pour la plupart, ceux qui vivaient à Moscou ou à Leningrad étaient bien mieux lotis et bien mieux payés. Et bien évidemment, la Russie bénéficiait d'un plus grand prestige, sachant qu'elle était le leader de l'URSS à l'international. En conclusion, si vous me permettez de conclure, la nature de l'URSS est complexe et ne se réduit pas à une simple opposition entre empire et union. L'URSS présentait des caractéristiques propres à chaque modèle et cette dualité a été une source de tension tout au long de son histoire. Également, pour beaucoup de ceux qui vivaient en dehors de la Russie, l'URSS se sentait certainement comme un empire russe, mais les bénéficiaires de cet empire n'étaient pas l'origine ethnique russe, mais ceux qui vécurent dans les grandes villes de toute l'Union soviétique, et surtout ceux qui étaient dans les petits papiers des grands dirigeants. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, la partager et la commenter à vos amis, vos proches et à votre famille. Moi de mon côté, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!